petit peu à chaud, comme ça je vais essayer de vous faire part de mes commentaires en fait sur ce que j'ai entendu ce matin, avec un regard évidemment extérieur, parce que moi je suis pas de la région, je travaille plutôt basé sur le national et puis basé à Montreuil, près de Paris. Et ensuite ce que je voudrais faire, c'est vous donner quelques éléments d'éclairage par rapport à mes propres travaux, qui sont au croisement du libre et du durable. Libre au sens libre diffusion des savoirs, donc c'est bien sûr le logiciel libre, mais pas uniquement, c'est tout le boulot des ERIC, c'est tout le boulot des EPN, etc. Et c'est bien sûr tout ce qui touche les Creative Commons. Pardon, oui, plus près ? D'accord. Et puis après, donc, j'essaierai de donner quelques pistes peut-être qui peuvent vous intéresser en termes d'innovation sociale. Voilà, donc déjà pour faire le retour sur ce que j'ai entendu ce matin, je dirais donc, moi j'ai entendu pas mal de choses, mais notamment une chose qui m'a semblé essentielle. Vous avez presque tous insisté depuis Brest jusqu'à la télé participative sur l'importance du fait que le numérique ça marche bien quand on s'appuie sur des points de proximité. C'est-à-dire de vraiment travailler avec des gens qui sont ancrés près des gens dans leurs besoins, avec les questions peut-être de communication ou de décomplexer les gens. Ça, à Brest, c'est très très net. Hein. Et moi, sur d'autres territoires où je travaille, dans le Nord-Pas-de-Calais notamment et en Bretagne, c'est encore plus net parce que les fractures, parfois, je dirais à la fois ethniques, notamment à Montreuil, par exemple, sont extrêmement marquées. Enfin, peut-être que chez vous, c'est pareil. Mais donc, pour nous, la première étape pour le numérique, c'est vraiment la proximité. La seconde, vous l'avez dit également, ça aussi, je l'ai repéré dans mes travaux, c'est la formation des animateurs. C'est-à-dire que si on n'a pas des animateurs effectivement qui se sentent capables de parler du collaboratif, qui connaissent pas vraiment les outils de type wiki, tout ce qui est tweet, Facebook et tout le reste, c'est assez compliqué pour eux. Et donc il y a là aussi en fait une barrière mentale que moi j'ai constatée partout. J'en parlais récemment à la cantine avec des gens qui travaillent là-dedans, qui me disaient que c'était vraiment le principal obstacle, qu'on n'ose pas trop s'aventurer dans le domaine du collaboratif quand on vient du domaine de l'ESS ou du durable. Le troisième point qui a été mentionné, c'était dans ce que vous avez dit, c'était vraiment le côté de l'expérimentation et le ludique. Le fait de faire des choses simples comme des recettes de cuisine, des gens qui vont participer en montrant ce qu'ils ont fait dans leur quotidien. Hein, ça peut être vraiment du bricolage, des choses du quotidien, vraiment des choses simples. Et je vous donnerai des exemples après au niveau de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment qui sont absolument stupéfiantes. Donc ça, à mon avis, c'est très important. Le quatrième, je pense que c'est pas la peine d'insister, le rôle clé des territoires, hein, c'est évident. Mais pour moi, notamment, la notion de tiers-lieu. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis 10 ans pour monter des espaces qui étaient suffisamment neutres pour que les gens osent pousser la porte et venir expérimenter. Donc, je pourrais vous en parler. J'ai incubé comme ça une dizaine de cas où, très concrètement, on a mis en place des dispositifs intelligents pour permettre aux gens de rentrer. Intelligents au sens simplement de faciliter la connexion, au sens organique, pas au sens quotient intellectuel. Puis à la fin, bon, vous avez parlé de la télévision, de la radio. C'est évident que ce sont des outils viraux qu'aujourd'hui on ne peut pas ignorer si on veut avoir un impact en matière de libre et durable. Voilà, alors avant de passer aux slides que j'avais prévus, mais j'irai vite parce qu'on n'a pas trop de temps, je voudrais vous donner quelques exemples tout récents qui me semblent vraiment illustrer que quand la question au départ qui m'a été posée, c'est la pollinisation. Ça fait 10 ans que je travaille là-dedans. Et donc, ce qui est en train de se passer depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3 à tout casser, maximum, c'est absolument impressionnant. Un premier exemple, je ne sais pas si vous connaissez un truc qui s'appelle Let's Do It, et qui s'est passé en Estonie, tout récemment. Ça a été fait par l'un des anciens fondateurs de Skype, ça a été fait en 2010. Et en fait, c'est simplement l'idée, ils ont fait une cartopartie au niveau de l'entièreté du pays, et en l'espace d'une matinée, ils ont donc fait des appels à des bénévoles, etc. Et puis finalement, ils ont fait venir des gens qui se sont présentés. 4% des Estoniens sont venus. L'idée, c'était de repérer les déchets qui étaient laissés dans l'abandon, dans la nature. Et sachant que le gouvernement estonien n'a pas beaucoup de moyens, ils avaient calculé que ça leur aurait coûté 22,5 millions d'euros sur 5 ans. Et en faisant par l'autre méthode, en faisant appel aux bénévoles et en mobilisant les Estoniens, ils ont eu 4% des gens qui ont joué le jeu. Et en une matinée, ils ont fait tout le nettoyage de 25 000 tonnes et ça leur a coûté 500 000 euros. Et la personne qui est derrière ça, c'est un kid, hein, c'est le fondateur de Skype. C'est quand même intéressant d'entendre ça, de se dire que maintenant on commence à voir des gens qui étaient des geeks, qui commencent à s'occuper du bien public et des communs. Le deuxième exemple, je pense que vous le connaissez, c'est celui qui a fait la campagne d'Obama, Chris Hughes. C'est pareil, un kid de 26 ans. Et en fait, en prenant des méthodes, il a quitté Facebook parce qu'il trouvait que Facebook partait trop dans des gadgets pour les jeunes. Et il est parti faire donc cet engagement démocratique auprès d'Obama. Et donc son site s'appelle My Barack Obama. Les Américains l'ont appelé MyBio. Et en l'espace de quelques mois, il a levé 30 millions de dollars. Il y a eu plus de 200 000 événements qui ont été organisés partout, dans des endroits qui étaient des tiers-lieux, des relais citoyens. Donc si même les États-Unis font ça, je trouve que ça veut quand même dire quelque chose.
Un troisième que j'aime beaucoup, c'est un exemple très concret pour des gens qui ont besoin de se faire des compléments de revenus. Ça s'appelle Airbnb. C'était l'idée de dire, c'est des gens qui ont remarqué que quand il y avait des grandes conventions américaines, souvent les chambres d'hôtel étaient pleines. Et eux-mêmes, ils avaient souvent des chambres dans leur maison qui étaient inutilisées. Donc en 2008, vous savez, la crise, etc., les Américains se retrouvent dans la rue, 200 millions d'Américains sans maison, etc. Et ceux qui en avaient encore se sont dit, mais après tout, je pourrais louer une partie de ma maison, ma chambre qui est inutilisée, soit à des gens en difficulté, soit quand il y a une convention. Ça a été lancé en 2008, et aujourd'hui, le site, en moyenne, les gens qui font ce système-là ont un complément de revenu de l'ordre de 1 600 $ par mois, juste en louant les chambres inutilisées. Ce qui est absolument stupéfiant. Donc maintenant, ils le font avec les jardins, ils le font avec toute la partie mon potager. Vous savez que là-bas, à cause de la crise, il y a plein d'endroits publics qui ont été transformés en jardins collectifs. Et donc, on a aujourd'hui vraiment une relocalisation de l'économie parce que, effectivement, les grandes villes comme Chicago, Detroit, 30% des gens n'ont plus de maison aujourd'hui. Donc, c'est quand même intéressant de voir que les États-Unis se sont assez vite rétablis tout de même. Donc, nous, on a des équipes de sociologues qui regardent ce qui se passe là-bas pour voir ce qu'on peut en tirer comme leçon. Voilà, puis un autre qui peut vous plaire aussi, c'est Etsy, c'est le même genre. C'est quelqu'un qui s'était amusé à fabriquer, détourner des objets qui partaient à la poubelle. Donc il récupère des vieux canoës, du bois, enfin tout ce qu'il pouvait. Ils font travailler en fait des gens qui sont un peu artistes, designers, et puis en même temps qui ont envie de bricoler. Et après ils mettent ça en ligne sur un catalogue. Et en l'espace d'un mois, le site a déjà fait l'équivalent de 70 millions de dollars d'échanges entre les gens en peer-to-peer. Donc on ne passe pas par intermédiaire, c'est directement en ligne, comme sur eBay, sauf que derrière, vous avez des vrais artisans avec leurs mains qui mettent en ligne leur production. Et après, vous mettez d'accord comme sur eBay pour acheter ou pas le produit. Voilà, donc c'est juste quelques éclairages qui me semblent... surtout, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a encore 5 ans, tous les modèles collaboratifs, c'était de l'Internet. C'était Wikipédia, c'était des modèles de type Web 2, mais ce n'était pas encore des biens matériels. Or aujourd'hui, depuis effectivement les travaux que je mentionne ici, indiquent qu'on est en train de passer au matériel, que la contamination passe au matériel. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le lien fort, le lien faible tout à l'heure qui était soulevé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé du domaine des idées au domaine d'application matérielle. Et je vais vous montrer maintenant quelques images qui illustrent un petit peu tout ça. Voilà, donc si vous voulez maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de manière plus systématique préciser ce lien entre le libre et le durable et pourquoi pour moi c'est la meilleure manière de faire avancer peut-être cette rupture dont on a besoin pour sortir de la société du jetable et de l'hyperconsommation. Est-ce que ça marche? Oui, super. Donc en quelques mots, rapidement, donc Angenius, donc l'institut que j'ai fondé il y a 10 ans, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas qu'auparavant j'ai travaillé pendant près de 15 ans dans les grandes entreprises, puisque j'étais dirigeante de grandes sociétés. Et il y a 10 ans j'ai tout quitté pour monter Angenius, qui est donc en haut à droite, c'est une ONG à but non lucratif qui incube des projets. Donc depuis 10 ans, j'ai pris ce que je faisais avant, des montages de projets, des gros financements, etc., pour monter des projets au niveau des collectivités, des ONG, des chercheurs et de tous les gens qui avaient des besoins liés, je dirais, au bien vivre ensemble. Et le but pour moi, c'était de tout diffuser en libre. Donc très vite, dans mes travaux, c'était l'idée de récupérer le savoir, de le codifier et ensuite de le donner à tout le monde, en Creative Commons, bien sûr. Ce qui fait que dans mes labos, il y a beaucoup de gens qui ont bossé sur le durable, dont je vais parler rapidement, et aussi des gens qui ont été dès le départ dans les wikis et dans le libre, d'où nos relations ici qui sont plus que régulières. Voilà, donc c'est vraiment l'incubateur, et je précise que moi-même, je suis bénévole depuis 10 ans, à temps plein, je m'occupe de ça depuis 10 ans, ce qui me permet d'avoir une certaine liberté de manœuvre pour venir dans ce genre d'endroit. Alors rapidement, le durable, je ne reviens pas là-dessus, je pense que vous connaissez. Simplement, le début de mes travaux il y a 10 ans, c'était à l'époque où il y avait encore des gens qui doutaient des limites de la planète. Et donc j'ai travaillé sur l'empreinte écologique, et ça c'est quand même important, de bien établir dès le départ que le problème qu'on a touche tout le monde. C'est-à-dire que l'empreinte avec les 3 planètes, vous connaissez cette histoire, sauf si vous voulez que je vous le rappelle, sinon en gros on dépasse aujourd'hui largement ce que la planète peut supporter. On a doublé l'empreinte écologique de l'humanité en 50 ans. Un Français consomme 3 planètes en moyenne, un Américain 5. Et le pire, c'est qu'on est en train de faire la même chose avec les pays émergents. Donc aujourd'hui, vous avez juste un chiffre, c'est que 20% de la population mondiale est responsable de 80% de l'empreinte écologique. Donc le problème, ce ne sont pas les Chinois et les Indiens qui arrivent, c'est le fait qu'ils veuillent nous copier. Après, je peux vous donner tous les tableaux, on a travaillé là-dessus, et pour vous dire, on a ouvert l'empreinte au sens où on l'a sorti de son brevet, on l'a mis dans le domaine public, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu le passer au niveau des indicateurs nationaux avec la commission Stiglitz.